cas, là, vous avez évolué chez le docteur Missonsa, c'est cela? Oui, alors, chez le docteur Missonsa, je vais vous raconter plusieurs choses, hein. Oui. La première chose, c'est euh, on m'amène quelqu'un que je connais, hein, de mon village, ligoté, avec un chiffon qui cache le sexe. Et puis, parce que c'est moi qui leur ai dit de venir, parce que on l'avait entraîné chez Papa Isaïe, donc c'était Ntoumi. Bon. Et donc, il est là-bas, les prières et tout le bazar, mais ils ne peuvent pas le détacher. Et parce qu'ils ont peur que dès qu'il le détache, il va agresser tout le monde, hein. D'ailleurs, il était d'une force herculienne terrible. Et quand ils arrivent à l'hôpital psychiatrique de Brazzaville, je leur dis, détachez-le. Ils commencent à me regarder, ils disent, mais comment ça? Mais si votre bicade, il va partir, il va tabasser tout le monde. J'ai dit, non, détachez-le. Et puis, il le détache. J'ai dit, bonjour. Alors, il me dit, il me regarde, surpris lui-même, il me dit bonjour aussi. Je lui dis, viens avec moi. Donc, on y va, on va voir le psychiatre qui était là, docteur Boulard, et donc il prescrit du Valium, un sédatif. Hein, Mhm. le docteur va confirmer. Bon. Et donc, il est calmé, et moi, je lui dis, tu me suis, on va aller prendre la douche, mais avant d'aller prendre la douche, je repars dehors et je demande sa valise, ses habits. Je prends les habits, je le douche, mais comme il était ankylosé, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il était vraiment. Bon, c'est moi qui l'ai lavé directement. J'ai pris du savon, je l'ai lavé totalement, je l'ai habillé. On est ressorti. J'ai dit, dis bonjour aux gens. Il dit bonjour. Et à partir de ce jour-là, on a dit que j'étais sorcier. Parce qu'il disait, mais moi, il y a façon. Il y a quelqu'un qui voit façon. Parce que, J'ai un pays. Voilà. C'est ces malades mentaux là qui arrivent. Voilà. Aujourd'hui, Guesso nous aura dirigé pendant 40 ans. Voilà. Il nous a tenu pendant 40 ans. Et on est là, on a peur de lui. Et il n'a rien fait, hein. Et depuis qu'il est là, le Congo ne fait que régresser. Nous regardons le Congo en train de mourir parce qu'il y a un fou qui est en train de nous diriger. à côté, donc, j'avais vu qu'il y avait une désocialisation chez les patients. Et que le midi, quand ça arrivait, la nourriture venait de la centrale, enfin, de l'hôpital général. Les gens n'avaient même pas d'assiette et tout ça. Parfois, on avait une boîte de conserve rouillée et tout ça. Moi, ça m'a révolté. Donc, j'ai dit, je veux faire une journée où je veux réhabiliter l'activité sociale chez les patients. Donc, je suis allé voir le docteur Osebi à l'époque, qui était le directeur général. Donc, je lui ai dit, je veux organiser un pique-nique, je voudrais des autobus, je voudrais des casseroles, des assiettes, je voudrais un certain nombre d'infirmiers qui vont m'accompagner. On va aller du côté de Mikalou, là-bas, au bord du fleuve. Je connais un endroit là-bas, quand j'étais petit, j'allais jouer là-bas. Donc, on va faire un pique-nique. Donc, je vais acheter des ballons, des trucs comme ça, pour une sorte de récréation. Le docteur Sevi me dit, tu viens dans mon bureau. D'abord, il commence à m'engueuler. Deuxièmement, il me dit, je suis d'accord avec ce que tu fais, mais sache que si tu en perds un seul, direction la prison. Donc, je lui dis, chiche. Donc, on organise chez les autonomes, on prend le bus. Je peux t'assurer, hein, ce qu'on a vu dans Histoire de la folie de Foucault, Ouais. je vais le décrire. L'âge classique. Hein. Et donc, ils rentrent tous dans le bus, on franchit le portail de l'hôpital psychiatrique de Brazzaville. Tous ceux qui avaient des tics là, avec leur bout de bois, enfin, terminé. Ils commençaient à discuter, mais vraiment, j'étais moi-même assez surpris. On est parti faire notre pique-nique. Quand on est arrivé sur place, les hommes, ils ont joué au foot, ils ont fait des parties de volleyball et tout ça. Et les femmes se sont emparées de la popote. Et il y a des femmes qui pleuraient, disaient, mais je ne fais même plus ces trucs-là, tout ça. C'était pas... Donc, ils avaient repris. Mais c'est incroyable. Et donc, le soir, quand on est rentré, je peux t'assurer, on franchit le portail, mais tout le monde avait pris ses tics. Donc, c'est pour te dire qu'à un moment donné, c'est vrai que le contexte dans lequel on va les vivre là, on va les mettre, hein, c'est ce qu'on appelle les médiations éducatives d'ailleurs.
ma thèse, elle est là-dessus, hein, sur les médiations éducatives comme support médiation éducative. Qui ne sont pas des schizophrènes, mais qui sont parfois envoûtés, qui sont persécutés, Oui, et ils ont des symptômes, des qu'on appelle symptômes, des voilà. symptômes, voilà, des symptômes psychotiques, voilà. Notamment, il peut avoir des hallucinations, il entend des voix, il peut être persécuté, il ne dort pas. Ça, c'est différent de la schizophrénie. Mais que ça soit dans n'importe quel continent du monde, un schizophrène existe, une folie, la folie existe. Jean Lewis au micro. Nous avons sur ce plateau Georges Siba, psychanalyste, et le docteur Jean-Didier Descousses, qui est psychiatre. Voilà, les deux sont des frères contributeurs ici à la radio de la communauté, mais nous parlons aujourd'hui d'une maladie connue dans le monde entier, la schizophrénie, connue aussi bien en Occident qu'en Afrique, mais les interprétations changent selon qu'on se trouve dans tel ou tel autre espace. Aujourd'hui, regard croisé entre tradition et modernisme, comment les différences culturelles influencent la perception et la prise en charge de la schizophrénie en Afrique par rapport à l'Occident, et comment cette discipline qu'on appelle l'ethnopsychiatrie peut-elle contribuer à une meilleure compréhension et à des traitements adaptés. D'abord, là, il y a des concepts. Docteur Jean-Didier Descousses, est-ce que nous allons d'abord commencer par définir les concepts, le concept de schizophrénie, cette maladie. Nous passerons également sur la définition de l'ethnopsychiatrie pour, d'entrée de jeu, fixer les auditeurs sur ce dont nous parlons. C'est à vous, Jean-Didier Descousses. Bonjour, John Lewis. Voilà. La schizophrénie, c'est une pathologie psychiatrique, donc une pathologie psychotique où il y a plusieurs types de schizophrénie. Mais le symptôme clé d'un schizophrène, c'est la désorganisation. Cette désorganisation, elle peut être intellectuelle, elle peut être affective, elle peut être comportementale. Donc, tous les schizophrènes, que ce soit un schizophrène paranoïde, un schizophrène hébéphénique, un schizophrène hébédophrénique, ont ce symptôme clé qui est la désorganisation, la dissociation. Après, d'autres symptômes peuvent se greffer, comme les hallucinations, Oui. un délire, des angoisses, l'insomnie, mais le symptôme clé, c'est la désorganisation qui peut être intellectuelle, affective et comportementale. Voilà, merci de nous faire la lumière sur ce concept. On voit que dans la rue, un peu partout, ces gens sont soit victimes d'enfermement dans des cages, on l'a vu, ils sont victimes de la vindicte populaire parfois, au point où on se demande si l'Africain, par exemple, du Togo ou de Brazzaville, comprend ce que veut dire le mot schizophrénie ou la maladie elle-même. Alors, moi, je vais reprendre ce qu'a dit le docteur, hein. C'est-à-dire que ce Oui, que le docteur Decouz a dit, c'est l'ordre du diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de signes qui, à un moment donné, font penser à telle pathologie, hein, notamment oui, la schizophrénie. Mais il y a une approche qui est celle de nous autres, là, qui vivons au quotidien avec les patients, c'est ce qu'on appelle la clinique, hein, oui. une approche clinique, hein, c'est-à-dire d'être au quotidien, hein, et la clinique, c'est se mettre au chevet du patient pour écouter ce qu'il dit et pour essayer à partir des manifestations comportementales, comme dirait le docteur Decous, à Oui, un moment donné, de définir un certain nombre de conduites à tenir auprès de lui, hein. Donc, vous avez oui, à côté les soins en Occident, c'est ça aussi, mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les thérapeutiques, hein. C'est quelle qualité de présence proposer aux patients, voilà. Donc, à partir de là, il y a un certain nombre de pratiques ici, on va dire modernes, hein, qui ont pris en compte les mœurs, us et coutumes dans les pays d'origine. Il n'y a pas que l'Afrique, hein. Vous avez aussi des Indiens, vous avez des Chinois. Enfin, il y a un certain nombre de pathologies comme ça qui sont liées aussi aux, aux, aux origines des gens, hein, notamment au Brésil, hein. Il y a beaucoup d'ethnopsychiatres qui sont brésiliens, hein. Et donc, vous oui, voyez que cette, on va dire, cette mondialisation de la vision, du regard, du phénomène, pour que je parle aussi de phénoménologie, de ce qui se produit
au quotidien va être observé pour essayer d'être le plus près possible. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, toujours sous la houlette du psychiatre, il y a des réunions qui vont se faire avec tous les patients. Quand j'étais... On va en parler la suite. Je voudrais que le psychiatre nous dise l'apport de la psychanalyse sur en quoi le professeur Georges Tiba est-il utile lorsqu'il s'agit de traiter des schizophrènes. Est-ce que vous avez besoin d'eux à l'hôpital Bah d'ailleurs? oui, les Lacan, les Freud et tout ça là ont développé la psychanalyse. Voilà, il y a plusieurs traitements, mais le plus important d'abord, je vais dire aux frères, d'abord, c'est déjà, comme disait un de mes professeurs, c'est déjà faire le diagnostic de la maladie. Parce qu'on ne peut pas traiter un patient si on ne connaît pas son diagnostic. Oui, Et le diagnostic, c'est quoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on soit africain, qu'on soit asiatique, qu'on soit sud-américain, qu'on soit américain, qu'on soit la schizophrénie existe partout. Donc, ce qu'on appelle la folie existe partout. oui, Maintenant, quand on parle de l'ethnopsychiatrie, c'est oui, dans chaque ethnie ou dans chaque continent, qu'est-ce oui, qui s'ajoute? Bon, est-ce qu'il y a également des oui, manifestations mystiques? Non, que oui, ça soit au Congo ou je sais oui, pas, chez moi, à l'Udima, là où j'ai grandi, on a connu des patients qui étaient schizophrènes. Voilà. Là, on disait pas que c'est l'homme qui le tuait ou je sais pas quoi, c'est l'homme qui l'envoûtait. Non, on savait que c'était un fou ou un c'était fou. une folle. Voilà. Ça, c'est diagnostiqué partout. Maintenant, Maintenant, là où les arrive causes justement de la schizophrénie, on ne sait pas d'où ça vient. On ne connaît pas. La pathologie schizophrénique, on ne connaît pas. Les psychanalystes ont leur idée, les biologistes ont leur idée, mais on ne sait pas d'où vient la schizophrénie, on ne sait pas. Là, le grand frère ne pourra pas me dire. Mais non, la prise en charge, dépendant maintenant, mais qu'on le veuille ou pas, le plus important, d'abord, le diagnostic, et puis les prises en charge peuvent s'associer. Donc, l'analyse peut apporter son apport, le biologiste peut apporter son apport, le psychologue et tout le monde. Le plus important, c'est le bien-être du malade. Mais non, quand il s'agit maintenant des psychiatries, quand on parle de l'ethnopsychiatrie, il y a des pathologies que des Africains souffrent, qui ne sont pas des schizophrènes, mais qui sont parfois envoûtés, qui sont persécutés, oui, et ils ont des symptômes les qu'on appelle symptômes. des Ouais. symptômes. Voilà, les symptômes psychotiques, voilà. Notamment, il peut avoir des hallucinations, il entend des voix, il peut être persécuté, il ne dort pas. Ça, c'est différent de la schizophrénie. Mais que ça soit dans n'importe n'importe quel continent du monde, un schizophrène existe, une folie, la folie existe. Est-ce que, docteur, par exemple, dans nos conceptions africaines, est-ce qu'il faut voir nécessairement l'ombre de cette sorcellerie dans la schizophrénie en Afrique? Toujours pas. Toujours Toujours pas. pas. Toujours pas. Toujours pas. Moi, dans ma famille, j'ai ma cousine qui est schizophrène. On n'a Oui, jamais dit que c'est dû à l'oncle ou c'est cela. Mais par contre, il y a des gens, par exemple, oui, qui ont eu une vie normale. Après, quand ils arrivent à un certain moment de leur vie, où ils commencent maintenant à récolter les fruits de leur effort, on constate que maintenant, la personne devenant a maintenant des symptômes psychotiques, qui commence à délirer, tout ça là. Voilà, oh, bah, voilà. Ça, c'est des choses qui existent. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie, hein. Moi, personnellement, j'y crois. Donc, oui. l'envoûtement, donc les gens peuvent être jaloux de sa réussite et commencent à l'emmerder sur le plan mystique. Mais là, Oui. c'est pas de la schizophrénie. Ça, c'est vraiment des attaques mystiques dues à la jalousie de l'être humain, voilà. Et Georges, vous me disiez dans le couloir de la rédaction que vous aviez ce genre de cas, là où vous avez évolué chez le docteur Missonsa, c'est cela? Oui, alors, chez le docteur Missonsa, je vais vous raconter plusieurs choses, hein. Oui, La première chose, c'est euh, on m'amène quelqu'un que je connais, hein, de mon village, ligoté, avec un chiffon qui cache le sexe. Et puis, parce que c'est moi qui leur ai dit de venir, parce que on l'avait entraîné chez Papa Isaïe, donc c'était Ntoumi. Bon. Et donc, il est là-bas, les prières et tout le bazar, mais ils ne peuvent pas le détacher, et parce qu'ils ont peur que dès qu'il le détache, il va agresser tout le monde, hein. D'ailleurs, il était d'une force herculienne terrible. Et quand ils arrivent à l'hôpital psychiatrique de Brazzaville, je leur dis, détachez-le. Ils commencent à me regarder, ils disent, mais comment ça? Mais si votre bicade, il va partir, il va tabasser tout le monde. J'ai dit, non, détachez-le. Et puis, il le détache. J'ai dit, bonjour. Alors, il me dit, il me regarde, surpris lui-même, il me dit bonjour aussi. Je lui dis, viens avec moi.
Donc, on y va, on va voir le psychiatre qui était là, docteur Boulard, et donc il prescrit du Valium, un sédatif. Hein, Mhm. le docteur va confirmer. Bon. Et donc, il est calmé, et moi, je lui dis, tu me suis, on va aller prendre la douche, mais avant d'aller prendre la douche, je repars dehors et je demande sa valise, ses habits. Je prends les habits, je le douche, mais comme il était ankylosé, il ne pouvait plus utiliser ses mains. Il était vraiment. Bon, c'est moi qui l'ai lavé directement. J'ai pris du savon, je l'ai lavé totalement, je l'ai habillé. On est ressorti. J'ai dit, dis bonjour aux gens. Il dit bonjour. Et à partir de ce jour-là, on a dit que j'étais sorcier. Parce qu'il disait, mais moi, il y a parce qu'il ne comprenait pas. Ils ne comprenaient pas que les sédatifs avaient fonctionné et tout ça. Hein. Et donc, euh, deuxième anecdote dans ce suite-là, après je laisserai le docteur Oui. reprendre ça. Euh, Deuxième truc, c'est que quand je sors avec les patients dans Brazzaville, parce que je faisais des sorties, on sortait du côté de Sainte-Anne, mais les copains qui me connaissaient, ils me voyaient au milieu des malades, mais ils changeaient de trottoir parce qu'ils avaient pensé que j'étais devenu fou moi aussi. Vous voyez, c'est Oui. des anecdotes comme ça pour te dire que il faut contextualiser les choses. Hein. L'ethnopsychiatrie, c'est là aussi, c'est comment est-ce que on recrée un environnement qui tient compte de ce qui peut circuler en termes de culture. Hein. Voilà. Voilà, je voulais raconter ça pour vous dire que il y a du côté sorcellerie, mais il y a aussi le côté, euh, comment dire ça, ce qui se passe dans le mental de la personne. Hein, les culpabilités, les jalousies, enfin, je reprends ce que disait le docteur tout à l'heure. Oui, oui, Voilà. docteur, vous pouvez revenir sur le plan clinique, docteur. Essayez de. Non, 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 mais le grand frère a bien, le Oui, grand frère a mais bien raison, mais la il y a première un des choses, problème. il faut. Il y a un problème, docteur. On reproche aux Africains d'utiliser les vieilles méthodes comme l'enfermement des fous. Ils sont ligotés, mais en Occident, Non, non, non. les Valium, John c'est pas la Lewis. même chose, non? De le Non, restreindre non, de non, telle John Lewis. sorte. Oui, Il faut déjà dire une chose que la psychiatrie, c'est le parent pauvre au Congo. Au Congo, il y a un seul service de psychiatrie dans un pays de 342 000 mètres carrés où il y a oui. pratiquement 5 millions d'habitants. La seule structure de psychiatrie qu'on a au Congo, c'est au CHU, on appelle ça le Cabanou. C'est la seule structure. Donc, vous ne pouvez pas euh, donner non, culpabiliser les pauvres sorciers qui sont dans les villages, puisque à l'Oudima, il y a aucun service de psychiatrie. À Nkaï, il n'y a aucun service de psychiatrie. À Pointe-Noire, il y a un service de psychiatrie, il n'y a pas de lit. À Dolly, il n'y a pas de service de psychiatrie. Quoi. À Oyo, là où il y a l'hôpital Edith Bongo, il n'y a pas de service de psychiatrie. Donc, puisque il y a un vide, l'État ne développe pas ces spécialités il n'y a pas de service dans ces pays-là. Mais voilà pourquoi, comme on dit que la nature a horreur du vide, donc qu'on appelle ça, les évangélistes, qu'on appelle ça, comme on appelle la religion de Toumi, la Toumi, comme on appelle le papa Isaïe, prennent la place du médecin. Parce que s'il n'y a pas de médecin, il y a un vide. Voilà, le vide, comme on dit que là où il y a, même dans une maison, quand il y a un vide, les araignées viennent occuper le vide. Donc, il faut déjà commencer à créer des structures de psychiatrie dans tout le Congo pour qu'il y ait Voilà. une bonne prise en charge des pathologies psychiatriques et pathologies mentales. Maintenant qu'on en parle, est-ce que vous croyez que ces structures, Papa X, Papa Isaïe, Papa, pensez-vous que ces structures euh, traitent comme tel le patient ou c'est juste une espèce comme dit Georges, c'est théâtral simplement? Non, Mais mais écoute, Parce qu'on va écoute parler de la fameuse John Lewis, Oui, ce que Papa Isaïe fait, quand il contentionne les patients, mais nous également on le fait dans les services de oui, psychiatrie oui, oui, normal. Les patients sont contentionnés soit chimiquement, soit physiquement. Donc Papa Isaïe, il a que la Bible, mais il n'a pas de médicaments pour les sédater. Le grand frère Georges l'a dit.
le patient est arrivé, ils l'ont détaché, on l'a donné un traitement sédatif, donc du Valium qui est un traitement anxiolytique. Mais Papa Esaïe, lui, il utilise que Dieu. Le Papa Esaïe ne peut que aider quelqu'un sur le plan spirituel. Si sa pathologie vient du côté mystique, mais si la pathologie ne vient pas du côté mystique, il ne pourra pas le soigner. Il est obligé d'interpréter. Le patient a des troubles de comportement. Il est agité. Il peut soit se faire du mal. Il peut agresser quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On est d'attache, voilà. C'est ce que nous faisons à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, nous avons des médicaments après qui les sédatent et après, ils sortent des contenus. Voilà. Voilà, alors j'ajoute hein, Oui, de vas-y. ce que vient de dire du docteur, c'est qu'il y a un effet d'apaisement. Hein, c'est-à-dire que, puisque ce n'est qu'une croyance, hein, donc c'est un mythe, et donc il y a une espèce d'apaisement quand même qui va se rouler là, qui peut ressembler, on pourrait dire, à une pathologie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce contexte-là, ce milieu-là, cet environnement-là, on va dire, c'est un environnement de spiritualité qui fait qu'à un moment, ça aura des effets, mais minimes, hein, mais quand même, puisque, faute de mieux, c'est ce que disait le docteur, ben, on va se contenter de cet environnement-là qui a été créé hein, et qui est mi-mystique, mi-religieux, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça vient apaiser hein, le côté mental. Quoi. Bon, Voilà. parlons maintenant, Georges, des difficultés. Est-ce que les défis, la question vaut pour vous également, docteur Descous, les défis que vous rencontrez, vous, les cliniciens, en fonction de ces croyances-là, parfois, je dirais, rétrogrades en Afrique, et qui vont jusqu'à douter même de la science comme telle. Alors, je vais te donner Euh, deux exemples. Euh, excuse-moi, docteur. Alors, je vais te donner deux exemples. Un jour à l'hôpital psychiatrique, j'organise un pique-nique géant. C'est quoi? Alors, pique-nique géant, je vais te raconter. Donc, j'avais vu qu'il y avait une désocialisation chez les patients et que le midi, quand ça arrivait, la nourriture venait de la centrale, enfin, de l'hôpital général. Les gens n'avaient même pas d'assiette et tout ça. Parfois, on avait une boîte de conserve rouillée et tout ça. Moi, ça m'a révolté. Donc, j'ai dit, je veux faire une journée où je veux réhabiliter l'activité sociale chez les patients. Donc, je suis allé voir le docteur Osebi à l'époque, qui était le directeur général. Donc, je lui ai dit, je veux organiser un pique-nique, je voudrais des autobus, je voudrais des casseroles, des assiettes, je voudrais un certain nombre d'infirmiers qui vont m'accompagner. On va aller du côté de Mikalou, là-bas, au bord du fleuve. Je connais un endroit là-bas, quand j'étais petit, j'allais jouer là-bas. Donc, on va faire un pique-nique. Donc, je vais acheter des ballons, des trucs comme ça, pour une sorte de récréation. Le docteur Sevi me dit, tu viens dans mon bureau. D'abord, il commence à m'engueuler. Deuxièmement, il me dit, je suis d'accord avec ce que tu fais, mais sache que si tu en perds un seul, direction la prison. Donc, je lui dis, chiche. Donc, on organise chez les automobiles, on prend le bus. Je peux t'assurer, hein, ce qu'on a vu dans Histoire de la folie de Foucault, Ouais, je vais le décrire. l'âge classique. Hein. Et donc, ils rentrent tous dans le bus, on franchit le portail de l'hôpital psychiatrique de Brazzaville. Tous ceux qui avaient des tics là, avec leur bout de bois, enfin, terminé. Ils commençaient à discuter, mais vraiment, j'étais moi-même assez surpris. On est parti faire notre pique-nique. Quand on est arrivé sur place, les hommes, ils ont joué au foot, ils ont fait des parties de volleyball et tout ça. Et les femmes se sont emparées de la popote. Et il y a des femmes qui pleuraient, disaient, mais je ne fais même plus ces trucs-là, tout ça. C'était pas... Donc, ils avaient repris. Mais c'est incroyable. Et donc, le soir, quand on est rentré, je peux t'assurer, on franchit le portail, mais tout le monde avait pris ses tics. Donc, c'est pour te dire qu'à un moment donné, c'est vrai que le contexte dans lequel on va les vivre là, on va les mettre, hein, c'est ce qu'on appelle les médiations éducatives. D'ailleurs, ma thèse, elle est là-dessus, hein, sur les médiations éducatives comme support médiation éducative, comme support de soins. Bon. Et donc, voilà un peu quel témoignage. Hein. Je ne sais pas si j'enchaîne avec le deuxième témoignage. Je voudrais qu'il réponde, que le docteur Jean Didier,
Vous pouvez, Mais ça, c'est des choses que nous vivons ici en France, qu'on appelle les médiations. Donc, la médiation, lui, par exemple, le docteur m'a dit que eux, il a pris l'activité, oui, voilà, ils sont sortis avec les patients, ils sont allés. Ici en France, c'est ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques où les patients y vont. Et dans ces centres médico-psychologiques, ou dans les hôpitaux de jour, voilà, on appelle ça les hôpitaux de jour, il y a des médiations. Il peut y avoir de l'art-thérapie, il peut y avoir la musicologie, la oui, lithothérapie, plein d'autres choses, la lecture, voilà, la marche, le football et tout, tout, voilà. Le patient revient à l'état normal. Il n'est plus empli par sa, je sais pas, ses voix qu'il entend. Il va maintenant participer à une activité comme un match de football, voilà, un match de tennis et tout ça. Donc, il revient. Et quand il termine ça, voilà, c'est une c'est espèce symptôme pour, de diversion. non, c'est pas c'est une prise en charge. Ils doivent avoir une vie. La patiente psychiatrique, c'est pas seulement rester enfermé. Voilà. Un patient Encore, psychiatrique, il a le droit d'aller jouer au tennis, il a le droit d'aller lire, il a le droit d'aller dans on appelle parfois des salles d'apaisement après avoir mangé. Ils vont écouter la musique pour s'apaiser. Il peut faire de la sophrologie. Voilà. Tout ça, ça rentre dans ce que le grand frère a dit, la médiation. Voilà, donc, les activités qu'on peut les amener pour sortir un peu de leur maladie. Voilà. Georges, quoi, ça, aussi pour lui de ramener à une espèce de vie normale ou à compenser un vide, c'est quoi ça Oui, exactement? c'est ce qu'on appelle la réhabilitation du lien social, tout simplement. Hein. Aussi simple que ça. Donc, c'est à un moment donné, ben, c'est pas parce que tu es dans un lieu de soins qu'il n'y a plus que du soin, du soin, du soin. Donc, c'est à un moment donné, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse, c'est la place du sujet. Hein. Un sujet, qu'est-ce qu'un sujet? Un sujet, c'est quelqu'un qui parle, qui s'exprime, qui exprime ses émotions, ses douleurs, ses peines et tout ça, et qui peut se raconter. Hein. Mais tu peux te raconter à travers les activités. Alors, notamment, moi, je me souviens à Brazzaville, d'ailleurs, je faisais mon stage en même temps qu'un psychomotricien. Hein. Et donc, on voit bien que c'est ce qui se passe ici en Europe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre en compte la corporalité, hein, j'ai écrit là-dessus, corporalité, tout ça, c'est que ben, il faut que la personne se réconcilie avec son corps. Tu Oui. as, la socio-esthétique, tu as des choses comme ça, mais qui sont théorisées ici en Europe, mais c'est des choses mais qu'on peut faire au pays. Enfin, c'est des choses tellement faciles, mais on est tellement pris dans une médiocrité que c'est que même cette inventivité-là, cette créativité-là, eh bien, on n'a pas l'occasion de le faire. À un moment donné, tu es simplement menacé. Hein? Ben, je te donnais une autre anecdote qui va permettre que le docteur de Couz analyse, c'est à un moment donné, j'avais un patient, je ne sais pas s'il existe toujours, Makita. Alors, Makita, schizophrène, mais vraiment dans Brazzaville, et le docteur dit, il me dit, ah ben tiens, on pourrait lui donner un médicament en retard. Hein, ça dit quelque chose à docteur de coup. Et donc, on lui prescrit le Moditaine retard, enfin, quelque chose comme ça. Et moi, je suis chargé d'aller dans sa famille pour trouver qui va payer cette ordonnance-là. Et je lui dis, mais enfin, est-ce que tu connais quelqu'un, la famille Nayo? Il dit, mais si, 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 mon oncle sait. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais en tout cas, c'était le président du Conseil constitutionnel qui était en train à l'époque d'écrire la Constitution, puisqu'ils venaient tous de prendre le pouvoir. Et donc, il était en train d'écrire, et moi, je me pointe là-bas, devant le bureau, il y a les militaires qui attendent. Euh, J'ai dit, bon, ben voilà, je suis venu voir monsieur pour qu'il achète l'ordonnance de son neveu. On me dit, mais jeune homme, vous êtes courageux. Hein? Comme, qu'est-ce que vous venez faire là? Vous savez qu'on ne peut pas. Et donc, j'ai dit, mais allez lui montrer. Et donc, il rentre, il lui montre, il dit, oui, 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 il a raison, c'est mon neveu. Donc, le gars me fait rentrer, il dit, mais vous savez, j'ai tellement de neveux, celui-là, il est perdu. Mais je m'occupe de ceux qui vont bien. J'ai dit, bah, écoutez, on va essayer ce traitement-là que le docteur psychiatre a donné. Et puis, bon, ben voilà. Et donc, il dit, bon, vous pouvez sortir tranquillement, on ne vous fera pas du mal.
Donc, j'ai pris l'argent, effectivement, et je suis allé acheter les médicaments, de retard. Et c'est comme ça que, en plus des médiations éducatives, il y a des médicaments qui vont soutenir que le traitement ne soit pas pris tous les jours, que ça soit en retard. Enfin, après, le docteur va expliquer mieux que moi. Hein. Et qui fait qu'à un moment donné, le lien social, il est entretenu aussi par rapport à ça. Voilà deux exemples, en tout cas, qui donnent matière à voir un peu ce qui se passe au pays. Quoi, hein, Bon, dans quel... je sais que vous n'avez pas une idée de l'avancement même des traitements là-bas. Est-ce que chez nous, il y a ce qu'on appelle le ECT, hein, le docteur des pousses électroconvulsive thérapie. Je ne sais pas si vous utilisez ça là-bas. Oui, oui, oui. Il fut un temps, moi, quand j'étais en cinquième année, on Oui. utilisait qu'on appelle la sismothérapie ou l'électroconvulsothérapie. Donc, à l'époque quand j'étais en stage en cinquième année, on Oui. utilisait des ondes, mais le patient n'était pas sédaté, il n'était pas sous anesthésie générale. Là, je ne sais pas, et ça, il faut poser la question au professeur Mwanga, mais quand j'étais en cinquième année en 1990, on utilisait la psychothérapie, donc avec les ondes, Oui. notamment des patients Absolument. qu'on appelle ça, qui étaient réfractaires au traitement, on utilisait la psychothérapie. Non, je voulais un peu aborder sur Allez-y. qu'on appelle ça, la prise en charge pluridisciplinaire d'un patient qui souffre d'une pathologie psychiatrique. C'est ce que l'a dit mon grand Euh, frère. La prise en charge, il y a une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, les psychologues interviennent, oui. les arts thérapeutiques interviennent, l'ergothérapeute également intervient, la musicothérapie intervient, la rhizothérapie intervient, le sportif intervient. Donc, il y a plusieurs médiations et les médicaments également interviennent. Alors, le médicament vient déjà apaiser les angoisses du patient, le faire dormir, parfois également amender ses hallucinations ou les faire disparaître, et le patient reprend une vie normale. Voilà, je vais te dire une chose, Jean-Louis. Le médecin qui m'a mieux formé en psychiatrie, il était schizophrène. Je te cite pas le nom. C'est la femme qui m'a informé en tant que psychiatre, qui m'a bien formé, elle était schizophrène. Donc, elle-même, elle prenait de l'aldol, elle était schizophrène. Et elle comprenait la psychiatrie dans sa chair et en le lisant. Bon, nous, la psychiatrie, nous le lisons, mais elle le vivait dans sa chair. Donc, je dis que voilà, donc un psychiatre peut devenir docteur également, et mieux, ça y est, c'est parce que il a vu. On dit Voilà. même que l'inverse peut se produire. Hein. Oui, c'est la même chose. Un docteur peut devenir schizophrène et peut-être. Ben oui, oui, on en connaît des médecins qui sont là. Mais je te dis que la, la, la- celle qui a été mon patron, qui m'a bien formé en psychiatrie, elle était schizophrène. Voilà. Je te donne pas son nom, mais elle était schizophrène. Elle en vivait, elle prenait l'aldol, elle bavait, elle avait des symptômes, elle était dissociée, elle était désorganisée quand elle arrivait. Même les patients les reconnaissaient. Voilà, celle-là, elle est comme nous, elle est folle comme nous. Voilà. Donc, voilà. Donc, la psychiatrie, voilà. Bon, en revenant sur l'ethnopsychiatrie, comme on le dit, c'est parfois également les thématiques qui changent par rapport à certaines. Chez nous, par exemple, c'est souvent la sorcellerie, l'envoûtement, l'emploi, voilà. Donc, un qui est Noki, un qui est Noki, C'est ça. voilà. Bon, voilà. Les Donc, mauvaises croyances. Mais, docteur, il y a un produit, l'aldol, que vous venez de citer, mais c'est un produit largement critiqué, hein, dont les effets secondaires, parfois. lequel? Aldol. L'aldol, Aldol, oui. L'aldol, c'est parmi la première molécule qu'on a fabriquée, un neuroleptique qu'on a fabriqué, Génération, oui. c'est le largacil. Le largacil, c'est la première molécule. L'aldol est venu après. Après, il y a eu les pipotil, les modécates, le fluorophore, les stémap. Ça, c'est les neuroleptiques d'ancienne génération. Après, sont arrivés les antipsychotiques, dont le premier antipsychotique, c'est le Soliant. Après, arrivé le Ziplexa, le Risperdal, la Minify, voilà, il y a toutes ces choses qui sont arrivées. Voilà, hein, la Ces kétamine. produits sont généralement critiqués. On croit que parfois, ils causent même plus de problèmes qu'ils en résolvent. Non, là-dedans, c'est beaucoup plus des effets secondaires. Je suis à des effets secondaires, notamment, il peut avoir ce qu'on appelle l'hypercalorée, le ralentissement de la personne. Voilà, donc, les effets secondaires. Mais, qu'on le veuille ou pas, tu as également une molécule que je n'ai pas parlé même, une nouvelle, qu'on appelle ça, la clozapine. C'est également parmi les nouveaux Absolument, oui. antipsychotiques qui arrivent. Oui. Mais ça, il faut que tu saches une chose. Bien que nous utilisons actuellement les nouvelles molécules,
Oui, Quand on n'arrive pas, on revient sur les anciennes, les vieilles molécules. Donc, l'aldol qui a encore sa place, le fluensol, et puis le modécate. Ou alors, quand on n'arrive pas, on fait la sismothérapie, la convulsion thérapeutique. Donc voilà, toute molécule, ça dépend comment la personne réagit. Mais on ne peut pas. Bon, même le paracétamol a des effets secondaires. Même ce que bien nous sûr. mangeons, hein, Sur il y a le des gens foie, qui bien sûr. mangent, qui font de l'allergie. Donc voilà, donc, chaque molécule a des effets secondaires. Voilà, bon, la question vaut parce que dans l'opinion, dans la presse, dans les colloques scientifiques, on pose juste le problème de certains produits hein, qui causent beaucoup plus d'ennuis. Vous prenez par exemple l'hysperidone ici en injection. euh, j'ai observé beaucoup de patients qui en sont morts pratiquement, hein. En l'espace d'un mois, hein, ils ont commencé à chuter et à en mourir. C'est pourquoi je crois que autant vous les cliniciens, les praticiens, vous vous préoccupez d'utiliser des produits pour traiter. Encore que docteur, je me demande bien, est-ce que les produits que vous utilisez sont en mesure de remettre le patient sur pied et au point où on ne le voit plus avec les éventuelles séquelles quand vous me parlez de votre prof. Donc, ça veut dire qu'il n'a pratiquement plus elle n'a pratiquement plus de symptômes et c'est une personne redevenue normale. Non, il faut dire une chose que la schizophrénie ne se guérit pas. Aucun médecin peut guérir la schizophrénie. La schizophrénie, ça se stabilise. Quand tu as un traitement, tu es stabilisé. Mais avec ce traitement-là, s'il y a d'autres événements qui arrivent, si par exemple tu as des soucis, ceci, ça, il y a une séparation, tu as des dettes, tu peux décompenser. Voilà, ça peut arriver que tu décompenses. Voilà, donc si quelqu'un te dit que la schizophrénie, euh, il peut le soigner, il peut le guérir, c'est faux. On stabilise un schizophrène, mais même sous traitement, il peut décompenser. Voilà, donc, bon, quand tu me parles des effets secondaires, mais ça, c'est normal. Il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent pas le paracétamol, et pourtant la molécule que tout le monde utilise. Voilà, donc, il y a des gens, moi, je te prends un exemple. J'ai une patiente qui est chez moi en traitement dans mon service. On lui a mis du Loxapac, hein, qui est un antipsychotique également, sédatif. En tout temps, ce patient-là a développé une rétention anglo-vésicale. Donc, au niveau des sphincters, cette patiente n'arrivait pas à pisser. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné une insuffisance rénale. Donc, il fallait absolument qu'on puisse la sonder et mettre des médicaments pour voilà, éviter ça. Donc, tous les médicaments ont des effets secondaires. Il y a un bénéfice et risque. On essaie comment dirais-je, de voir le bénéfice et risque. Mais si on constate que le patient ne supporte pas la molécule, on arrête, on fait une fenêtre, on change la molécule. Voilà. Et Oui. tout cela, vous le faites dans le cadre du respect même des règles qui régissent votre profession, des règles d'éthique. Et les parents sont chaque fois, à chaque étape associés à cela, docteur? Non, en France, non. En France, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le secret médical. Donc, si le patient vous dit, voilà, ma maladie, je ne veux pas que mes parents le sachent. Bon, mais entre-temps, nous avons des patients, ici par exemple en France, hein, le grand frère le dira, et on a 4 mots d'hospitalisation. On a ce qu'on appelle l'hospitalisation libre. Le Oui. patient vient de lui-même, il dit, voilà, bah, écoute, je suis malade et hospitalisez-moi. Il y a ce qu'on appelle l'hospitalisation, le soin psychiatrique en péril imminent. Donc, c'est un patient qui est en péril imminent, voilà, il n'y a pas de tiers, on l'hospitalise pour le protéger. Il y a ce Oui. qu'on appelle le soin psychiatrique le certificat d'un tiers. Donc, c'est un tiers qui signe pour hospitaliser le certificat. C'est ce qu'on appelle le soin psychiatrique, hein, soin psychiatrique, hein, dont le patient dépend du préfet. Donc, c'est le préfet qui demande, parce qu'il y a des troubles de comportement, Oui. expédier un soin psychiatrique à la demande du responsable d'État. Voilà, ça peut être le préfet ou le maire. Donc, voilà, on a ces 4 types de situations en psychiatrie. Oui. Bon, là, le parent est quand même au courant de la pathologie de la personne parce que celui qui alerte, qui amène, bon, on est obligé, voilà, donc parler de voilà, parce qu'il va te donner les symptômes de la patiente, voilà, il délie, il a agité, tout ça, là en ce moment-là, puisqu'il y a le tiers qui est là, on en parle. Ben voilà, on parle avec le tiers, mais si la personne vient d'elle-même dit, voilà, moi, je ne veux pas que ma famille le sache, voilà, Oui. même la personne qui est hospitalisée par un tiers, il peut dire, voilà, je ne veux pas voir la personne qui a signé le tiers. Nous devons le respecter. Absolument. Oui. Alors, merci donc. Mais Nous restons. je voulais continuer également pour Vas-y, terminer. vas-y, Mais, vas-y. actuellement, nous avons ce qu'on appelle le juge de liberté de la détention. Nous sommes maintenant surveillés par des juges.
qui, qui nous suivait pour savoir que si nous respectons les conditions de la privation de la liberté des patients. Oui, Est-ce que le certificat a été fait au moment donné? Est-ce que le patient, quand on l'a contenu par rapport à un symptôme, est-ce qu'il avait donné ce contenu? c'est Quand ça. on a isolé, le juge, et puis tous les vendredis, le patient vient voir le juge de détention des libertés avec son avocat pour dire voilà, s'il n'est pas d'accord, il dit voilà, voilà, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas malade. Et le juge, par rapport à ton certificat, le médecin rédige, et à ce que le patient, le juge décide, il peut lever le plaidant sous contrainte le juge de liberté de la détention. Voilà. Ici, on parle d'une hospitalisation involontaire, hein. Voilà. Bon. Mais qui est toujours régie par la loi comme vous le décrivez. Alors, docteur, nous allons. C'était une petite digression pour permettre aux auditeurs de comprendre justement ce qui se passe là-bas, aussi bien en Afrique, ici aux USA qu'en Europe. Alors, on va un peu revenir maintenant sur l'ethnopsychiatrie, puisque nous allons bientôt chuter. Alors, docteur, on parle de l'ethnopsychiatrie, qui est une discipline qui vient comme régler le problème de ces croyances, de l'interprétation de l'approche culturelle de la maladie. Alors, qu'est-ce que, pour la gouverne de nos auditeurs, l'ethnopsychiatrie et dans quelle mesure cette ethnopsychiatrie peut nous permettre de comprendre les perceptions culturelles de la schizophrénie, par exemple en Afrique euh, ou en Chine, un peu partout. Bon, prenons déjà un exemple d'un patient X qui revient du Congo, qui n'est pas allé à l'école, qui ne parle pas le français, et qui te parle que le Mounoukoua et le Lingala. Et devant un Français, le Français a déjà cette barrage de la langue qu'il ne connaît pas. Donc, il a besoin d'un psychiatre qui connaît cette langue-là, la langue de patient parle. Et nous avons, comme je le disais tantôt, que dans chaque pays, même chez nous, hein, quand on va par exemple en Afrique, quand tu vas au Bénin, ils utilisent le vaudou. Voilà, le vaudou, ça n'existe pas, par exemple, au Congo. Au Congo, c'est autre chose qu'on utilise. On va voir des féticheurs, des pygméos, je sais pas quoi là. Voilà. Mais dans l'ethnopsychiatrie, ça veut dire qu'il y a une pathologie psychiatrique qui existe, mais les symptômes que le patient utilise dépendent de son environnement, de ses mœurs, de sa culture d'où il vient. Et voilà ce qu'on appelle un peu de l'ethnopsychiatrie. Voilà, ce que le schizophrène congolais aura de différent qu'un schizophrène français. Quelles seront les thématiques de son délire? Quels seront les mécanismes de son délire? Voilà. Il y a ces choses-là ce qu'on appelle de l'ethnopsychiatrie. Donc, certains éléments que ce n'est qu'un psychiatre qui revient dans cette région-là qui peut, ou dans ce pays-là, qui peut comprendre ça. Un Européen ne va pas arriver à le comprendre. Voilà pourquoi, souvent, moi, dans mon service, tous Ah les oui. patients d'origine africaine, on me les envoie parce que je veux mieux les comprendre. Un Congolais, un Quinois, un Angolais, ou un Centrafricain, je veux mieux comprendre ces symptômes qu'un Français. Je laisse le grand frère développer également sur ce sujet. Georges, allez-y. Alors, en 2 secondes, hein, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur 2 mots un peu concept, hein, c'est-à-dire les productions oniriques, hein, c'est-à-dire le domaine des rêves. Quand tu rêves en africain, ben, tu regardes quoi, hein? Et donc, tu as forcément recours aux allégories que que tu as l'habitude de côtoyer, hein. Donc, c'est au niveau de production onirique, hein, le monde des rêves et tout ça. Deuxième concept, c'est ce que, comment on dirait appeler ça, euh, la quérulence. La quérulence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un patient peut être quérulent. C'est-à-dire qu'il quérit, enfin, il revendique, il est révolté, enfin, c'est ce qu'on appelle les acting out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me révolte contre quelque chose, je ne sais même pas pourquoi, mais en tout cas, je ne suis pas content, hein. Et vous avez comme ça des patients, notamment en Afrique, qui ne sont jamais contents, hein. Moi, je me souviens de quelqu'un qui était à l'hôpital psychiatrique, quand il a Niéré des vallées perdues. Enfin, je dis le nom, peut-être Niéré, on va reconnaître, mais son enfant s'appelait Des vallées perdues. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sa quérulence, sa révolte personnelle disait qu'il faut que l'enfant-là
parle des vallées perdues parce que c'est moi. Enfin, je fais partie des vallées perdues. Et donc, tu as comme ça des métaphores qui fonctionnent et tout ça. Tout ce qui est de l'ordre de l'ethnopsychiatrie est, on va dire, métaphorique, allégorique, tout ça, parce que ça convoque les éléments culturels locaux. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'était pour ajouter une touche hein, à ce qu'a disait en tout cas Jean de Cous. En tout cas, c'est l'environnement culturel qui fait que on est baigné dans ça. Et donc, on va exprimer sa pathologie avec le produit culturel Oui. qu'on connaît. Alors, Voilà. Donc, alors, souvent, je dis, je pleure en congolais quand je suis triste. oui, oui. Voilà. Pleurer est une expression culturelle également, oui. Parce qu'il y a Tout même à fait. des pleureuses chez nous professionnelles. Hein. Oui, bien Docteur sûr. de Cruz, vous le Oui. savez, non? Même, Ben même oui, à l'Oudima, des femmes on va louer comme ça, on va oui. recruter Oui. pour pleurer. Mais c'est ce qu'on appelle un peu l'ironie. Tu vois quelqu'un qui, on lui annonce, voilà, la personne est morte. Vous arrivez, et dès que vous arrivez devant la veillée, la personne commence à pleurer. Mais parfois, la personne ne pleure pas la personne qui est décédée. La personne pleure son parent qui était décédé, il pense à sa maman qui était décédée, voilà pourquoi il se met à pleurer. Il pleure pas la personne qui est décédée. Donc voilà, dans l'ironie, on le retrouve, voilà, des choses comme ça là. Donc, dans les hystériques, tu vois, ils vous forment un hystérique, il ne fait pas semblant. Hein. C'est l'ischronie, c'est une pathologie. Hein, voilà, c'est pas. Il faut faire la différence entre l'ischronie, l'hystérie et puis celui qui stimule et qui stimule quelque chose. Il faut faire cette différence-là. Voilà, docteur, nous reviendrons un peu sur, parce que vous avez commencé déjà il y a quelques minutes à parler de l'approche holistique hein, dans le traitement du patient, mais je voulais que vous reveniez un peu sur Euh, ce que vous avez évoqué tantôt, vous êtes dans ces hôpitaux, un peu comme vous êtes ou cet hôpital, là où vous travaillez comme une espèce de personne de ressources qui peut aider là où, par exemple, les autochtones, les Français, les spécialistes d'origine française ne peuvent. Alors, est-ce que vous avez, dans ce cadre-là, par exemple, des conférences que vous organisez pour essayer de vulgariser et codifier cette expérience-là pour les mettre dans des livres, qu'elles deviennent un matériau que tout le monde peut consulter donc, et accepté comme tel par la communauté scientifique. Est-ce que Moi, c'est... je n'ai pas écrit, mais peut-être le grand Non, frère connaît. pas vous, Oui, mais oui, il y a un grand ethnopsychiatre qui travaille à Bobigny. Je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas si le grand frère le reconnaît, mais son nom ne revient pas. Il m'a Je me enseigné rappelle chercher l'ethnopsychiatre. son nom, je ne trouve plus. Je ne trouve plus son nom. Je vois de qui Ah tu oui, parles. Hein? ouais, Ouais. il bossait à Bobigny et tout ça là. Il avait un DU d'éthopsychiatrie où tout le monde y allait. Non, je te prends un exemple. Moi, avant-hier, c'est une patiente angolaise qui est arrivée dans le service. Bon, elle est angolaise, mais elle ne parle que le portugais, un peu l'anglais. Mais le fait de me voir en tant que noir, mais ça le soulage. Alors, il m'a demandé, mais vous êtes d'où? Je dis, je suis congolais. Il dit, alors moi, elle est angolaise. Après, bon, on a commencé à parler du pays. Elle lui dit que non, moi, je suis l'Angola du Sud. Là-bas, on ne parle pas, on parle que portugais. Et puis, ils ont une autre langue. Par contre, s'il revenait, par exemple, du Kabila, il parlerait le Monokutuba, voilà, et puis on pourrait communiquer. S'il était les Mbozo, qu'on les appelle, comment on appelle ça, Mangwana, ils deviennent de quoi là? Les Mbozo, je sais pas, là-haut, ils parlent Lingala. Il y a des Angolais qui parlent Lingala, voilà. On pouvait communiquer, voilà. C'est plus facile. Parce que, regarde, John Lewis, le langage, c'est la chose la plus importante. Même toi, si on te met dans un milieu où tu ne connais pas parler la langue d'où tu es là, tu deviendras fou. Parce que la langue, elle est importante. Si on te met quelque part, il y a des gens qui arrivent ici, des personnes qui arrivent ailleurs, ils arrivent dans un milieu où ils ne connaissent pas parler le français. Ils ne peuvent pas échanger, vous ne comprenez pas. Mais ils deviennent fous. Donc, le langage, c'est important. Donc, l'ethnopsychiatrie vient aussi de tout ça. Voilà. Pourquoi confier? On va confier à deux coups ou au grand frère, un patient qui parle lingala ou qui vient là, parce qu'ils vont se comprendre vu qu'ils ont les mêmes cultures, ils ont les mêmes origines. voilà, Hmm. est-ce qu'il y a, Georges, à Ça redire me... sur les interventions qui ont trait à cette ethno-psychiatrie? Ben, moi, Par je exemple, peux... au Congo, parlons de notre pays. Oui, 2 secondes, Oui, juste. Parce que j'intervenais régulièrement en Belgique, notamment dans des institutions qui recevaient donc des patients français, parce qu'il n'y a plus de structures qui sont ouvertes
en France et la Belgique, beaucoup de fermes. Hein. Il y a un pays, il y a un village qui s'appelle Péroué, qui a au moins une centaine de structures qui accueillent des patients que la France ne peut plus contenir. Mais quand j'arrivais, tous les Africains, ils étaient contents de me voir. Hein, parce que ça leur Oui. rappelait leur père et tout ça. Et chaque fois que je repartais, ils étaient complètement apaisés parce que ils m'avaient parlé du pays et tout ça. Et un jour, je leur ai dit, la prochaine fois, je vous ferai un poulet fumé au fumbu. Hein. Et ils rigolaient, et tout ça. Oh, mais vous connaissez ça, monsieur, et tout ça. Bon, voilà. Donc Alors, voilà, c'était une petite parenthèse. Hein. voilà, on va bientôt le fermer. On va revenir, avant de voir le problème, revenir sur la prise en charge des patients au Congo et en France. On va regarder ces expériences. Parlons un peu de l'éducation des familles. Est-ce que, docteur Descousses, dans le cadre de votre métier, est-ce que c'est une difficulté majeure d'éduquer les familles quand vous avez en face de un patient dans les bras? Est-ce que la famille est souvent un obstacle ou une composante qui vous permet de bien faire votre travail? En tout cas, ce qui est vrai en Afrique, comme on le dit en Bembe, il cache d'Angako. Donc, ton fou, c'est ton fou. Hein? Chez nous, en Afrique, par exemple, moi, ma soeur, à moi qui était schizophrène, on la lâchait pas. Elle était prise en charge. On n'avait pas des molécules. Mais nous étions, c'était notre soeur. Elle était là quand elle avait ses crises. On arrivait à la maîtriser, l'enfermer, tout ça là, on arrivait. Mais on ne pouvait pas l'empêcher. Mais ici, en France, oui, les parents participent notamment à la prise en charge des patients, pas seulement des parents. Ici, par exemple, on a ce qu'on appelle un programme de soins. Par exemple, un patient qu'on arrive à stabiliser en lui donnant des molécules, on allait voir le psychologue, le psychiatre, et après, il y a une rupture thérapeutique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un programme de soins. Le patient reste toujours hospitalisé. Au cas où, par exemple, il ne va pas prendre son injection, le tas. Au cas où, quand l'infirmier passe, il ne prend pas ses molécules, voilà, on le fait réhospitaliser. On le réintègre à l'hôpital pour qu'il ne puisse pas décomposer. Donc, nous participons avec la famille, l'entourage, les psychologues pour le suivi d'un patient. En Afrique, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience. Ça voilà, peut-être que le grand frère le dira, mais je sais qu'au Cabano, il y a des parents qui venaient au Cabano avec leurs patients, avec leur malade. Ils dormaient là au Cabano, à même le sol avec le matelas. Le grand frère a cette expérience-là. Moi, j'ai passé 6 mois là-bas. Les parents venaient, ils accompagnaient vraiment leurs parents qui étaient malades dans le service de social, le service de Bilongo. Donc, les parents qui sont conscients, ils n'abandonnent jamais leurs patients. Alors, Ouais, on dit ouais. aussi, question de curiosité, Georges, une seconde. Le docteur Descours, question de curiosité, on dit aussi que les schizophrènes sont des gens de talent. Hein, j'entends les grands musiciens et autres. Est-ce que vous confirmez cela? Bah oui, on a dit que Picasso était un grand schizophrène. Donc, c'est ce qui faisait qu'il peint bien ses tableaux. Oui, non, être schizophrène, ça ne veut pas dire qu'on est idiot. Non, faut différencier la schizophrénie et un patient qui a un retard mental. Celui qui a un retard mental, il a pas de neurones. Un Absolument. schizophrène peut Comme faire des études. Voilà. la maladie d'Alzheimer. Un schizophrène peut aller loin s'il est stabilisé. Il peut avoir son docteur. Il peut même diriger un pays. Il y a des schizophrènes qui ont dirigé certains pays ou des paranos. Hein, voilà. Par exemple, on a deux grands paranos qui ont dirigé le monde. Tu as Staline et tu as qu'on appelle ça Hitler. Et le nôtre également du Congo, c'est un parano. Donc, Poutine, c'est un paranoïaque également. Donc voilà, il y a des malades Il a compris ma question. J'en arrivais. hein. Alors, est-ce que, on peut croire que dans les pays où ça ne marche pas, ce sont ces fameux schizophrènes qui nous dirigent? Ah ben oui, tu as des exemples. Dans une large mesure. Au Congo, Brazzaville, c'est un paranoïaque, c'est un mégalomaniaque. Il a une hypertrophie du mois. En Russie, qu'on appelle ça, comment ça s'appelle même, Poutine, c'est un paranoïaque. Voilà, voilà, il a un délit de grandeur, il veut reconquérir les anciennes terres. Voilà, donc tu as des gens comme ça là. Quand tu vas, comme on appelle ça en Syrie, c'est un malade également qui est là. Voilà, même Benedine Netanyahu, c'est un malade mental. Comment aller bon, c'est vrai que le Hamas a tué 2000 Israéliens. Est-ce qu'il est obligé de tuer 1 million de Palestiniens parce qu'on a tué? On peut trouver autre chose. Pourquoi pas créer deux États
qui vont coexister pour qu'il y ait la paix. Pourquoi aller tuer des gens et tout ça là? Bon, les mêmes gens qui leur encouragent là, les Macron et tout ça là, votre président là qui est aux États-Unis là, c'est les mêmes qui nous fournissent des armes pour aller tuer les Palestiniens. Donc, ce sont des malades mentaux qui nous dirigent dans ce monde-là. Voilà. Le même moment qu'ils critiquent, mais ils fabriquent les bombes, ils fabriquent, qu'on appelle ça, les engins. Voilà, donc, ce sont voilà, ils doivent faire ils font leur business. Voilà, ils fabriquent des avions, voilà, pour aller donner un message pour aller tuer des gens. Nous sommes dirigés par des présidents qui sont tous des malades mentaux. Voilà, Georges, illusion de grandeur, une des caractéristiques d'ailleurs de la schizophrénie. Est-ce que ça va de pair avec ce que le docteur Despous vient de développer, donc l'esprit va en guerre de certains dirigeants, de la dictature, euh, d'un côté, mais de l'autre, on dit que c'est des gens talentueux, par exemple dans le cas de l'art et la peinture, la musique. Ah ben non, mais en plus, mais je n'ai rien, je ne peux qu'ajouter ce qu'il a dit, hein. C'est-à-dire que Enfonce le moi, clou, il n'y a pas de problème. ouais, j'enfonce le clou, hein. C'est-à-dire que vous avez Van Gogh, hein, qui s'est arraché les oreilles, enfin, vous avez, mais moi je connais des jeunes que j'ai accompagnés au quotidien qui étaient des peintres, pas possible, mais c'était dans leur peinture une manière mais c'était une production incroyable. Comment dire, moi j'ai animé des ateliers de percussion, comme vous jouez les percussions là, mais parce que j'avais un atelier de percussion, mais il faut voir les sons qui sortaient, hein. Hein. Donc, comment dire ça? Il y a des tas d'artistes qui produisent quelque chose qui est de... comment dire ça? Je ne veux pas aller chercher les archaïsmes et tout ça, mais je pourrais quand même. Bon. Mais il y a aussi ce que les psychologues appellent comment, l'épigénétique. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une production comme ça. Je ne sais pas si Dr Decouze pourrait développer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des pathologies à un moment donné qui produisent des hormones, euh, Mhm. l'adrénaline, hein, des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que Qui déclenche qui, le phénomène, hein. oui, mais ça devient une drogue, une créativité parfois. Hein. C'est- c'est- C'est quoi? Bah, C'est aller euh, chercher en soi quelque chose qui fait que ça va être contraphobique. C'est-à-dire, comment dire ça? L'angoisse, ce qui caractérise quand même toutes ces difficultés-là, c'est les angoisses. C'est-à-dire qu'on est angoissé. au Les sens chefs d'État, de Kierkegaard, oui, Soren, le ben philosophe. oui, ben oui, mais les chefs d'État, là, qui sont à la qui-vive, là, mais c'est des angoissés de première. Oui. Mais ils ont peur de perdre le pouvoir. Mais tous les jours, le moindre jour qui passe pas, fissure saute. Mais c'est d'une faiblesse, c'est pas possible. L'angoisse est au cœur même, parfois de la prise en charge. D'ailleurs, on parle souvent, enfin avec mes collègues, nous on parlait de la qualité. Absence Quelle est de ce que la les autres qualité? appelaient, Georges, de ce que les autres appellent l'ataraxie. Il n'y a pas de paix de l'âme. Oui, hein, la Hein, mais docteur qualité Descous, ça d'angoisse. s'explique, non, docteur Descous, parce que ce qu'on a eu, on l'a eu de force et on craint de le perdre subitement, non? Et son tour de précaution. Voilà. Je n'ai pas compris. Non, sur l'angoisse qui anime les leaders, par exemple, les dictateurs, une espèce d'instabilité hein, qui les pousse justement à s'entourer de précautions pour se maintenir. Juste, Ben oui, mais ils sont instables sur le plan psychique. oui, Ils ont, comme tu le disais, un délire de grandeur. Ils veulent maîtriser leur population. oui, Voilà, regarde ce que Poutine fait. Il y a la guerre à côté. Il dit que voilà, il n'y a pas la guerre. Nous voulons le récupérer nos terres parce que nous avons nos terres. Regarde ce que Nguesso fait. Nguesso aujourd'hui, il muselle le peuple congolais. Dès que tu veux parler, c'est voilà, au Congo, quand tu es au Congo, si tu commences à parler mal de Nguesso, dis ah mais Big Mou tranquille, tout ça là. Donc voilà, les gens voilà, donc il y a une psychose qui est là, la oui. peur, voilà, la terreur. Donc voilà, tout le monde a peur de Sassou Nguesso parce que voilà, c'est un régime qu'il a installé comme ça là. Il faut faire peur aux gens et en plus les gens ont raison. Il y a des gens parfois aujourd'hui, le fait de dire ça on va te tuer, voilà, bon ils ont peur de parler, voilà bon, voilà donc ben
De toutes les façons, les choses vont évoluer. Ces genres de régimes, on a vu en Roumanie, on a vu ailleurs, c'est des régimes qui sont partis, ça ne dure pas. C'est chaque chose a un début de fin. Il ne faut jamais, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire. C'est vraiment empêcher un peuple de parler, diriger un peuple par le banditisme, par la terreur, par la séquestration, c'est pas bien. La démocratie, c'est quelque chose qui est quelque chose de bien. Nous devons laisser le peuple. Aujourd'hui, les Sénégalais nous fait honneur. Macky Sall a voulu le bâillonner. Et voilà, voilà. Le peuple, les Sénégalais ayant, comme on appelle, une société civile éveillée, tout ceux qui comprend les enjeux, ils se sont levés d'un seul doigt. Macky Sall est parti. Il a même foutu déjà le pays. Donc, ça arrivera également au Congo. Voilà. La dictature, c'est pas une bonne façon de diriger un pays. Voilà. C'est ces malades mentaux là qui arrivent. Voilà. Aujourd'hui, Nguesso nous aura dirigé pendant 40 ans. Voilà. Il nous a tenu pendant 40 ans. Et on est là, on a peur de lui. Et il n'a rien fait. Hein. Et depuis qu'il est là, le Congo ne fait que regresser. Nous regardons le Congo en train de mourir parce qu'il y a un fou qui est en train de nous diriger. Voilà, nous allons le fermer. Donc, conclusion de Dr Descous et Georges Tiba, quelles sont les difficultés dans l'approche holistique du problème? Sur le plan pratique, bien sûr, donc vous attendez que je... euh, voilà, donc quelles sont... euh, j'arrive dans quelques secondes. Alors, parlez-nous des difficultés maintenant et quel est le conseil à la population? Ben, je S'agissant peux. justement des phénomènes que nous connaissons, parce qu'on sait que c'est très mal interprété et parfois certaines personnes ne sont pas soignées correctement en raison de ces pratiques qui pèsent toujours sur ces conceptions que j'ai appelées au départ plus ou moins rétrogrades. Bon, je ne répudie pas toute la science africaine, non, mais je dis que là-dedans, il y a des choses à redire. Hein. Je- Apprendre et à laisser. Hein, hein. À laisser, c'est la tradition familiale qui est présente, hein, qui est vigilante et tout ça. D'ailleurs, ici, on n'a pas beaucoup évoqué ça, c'est la présence des familles, mais qui est organisée aussi, c'est-à-dire qu'il y a des organismes de tutelle euh, régentés par les familles, et puis il y a des familles qui sont vraiment présentes. Alors, surtout les mamans, hein, c'est viscéral. Il y a une qualité de présence. Bon, voilà, j'insisterai pas là-dessus. Euh, mais il y a un travail d'éducation à faire, même dans le domaine psychiatrique, hein, sur les conduites à tenir, sur toutes les médiations dont on a évoqué là. Hein, c'est des choses à développer. Et moi, je suis aussi parmi des gens qui prônent ce que le docteur a dit, qui est la pluridisciplinarité. C'est pour ça que je parle d'herméneutique professionnelle. Hein. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut pas y arriver, mais surtout dans un vaste Congo comme ça, où il y a une richesse pas possible pour reprendre, pour travailler sur voilà, sur le contexte mental et tout ça, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, à commencer, en tout cas, dans la prise en charge de la psychiatrie sociale. Hein. Il y a un domaine comme ça à la Sorbonne, hein, sur la psychiatrie sociale, bon, voilà, mais qu'on peut créer chez nous sans problème. Hein. Il suffit de libérer la liberté des gens. Voilà. Voilà Voilà, ce que je voulais. docteur Descous. Ben, moi, tout ce que je vais te dire, c'est que déjà, ce que je vais demander, c'est à nos dirigeants qui commandent ce monde, notamment au Congo, que dans chaque région, dans chaque hôpital qu'on va construire, qu'il y ait un service de psychiatrie. Parce que pour mieux prendre en charge les patients, comme disait le grand frère, il faut qu'il y ait également ce qu'on appelle qu'ils aient des soins modernes. Ça ne leur empêche pas d'aller voir leur prêtre, leur pasteur, leur évangéliste demain. Au moins, le patient est pris en charge. Tu verras, John Lewis, ici, dans la majorité les hôpitaux de France, les anciens hôpitaux de France, il y a une église qui existe. Donc, il y a un curé qui vient voir les patients pour leur Oui, soigner leur oui, âme. Voilà. oui, oui, Tu vas à Tenon, c'est tu exact. Oui. vas à la Riboisière, voilà, voilà tu vas à Ville-et-Voir, il y avait toujours
on appelle une église qui était là. S'il n'y a pas d'église, il y a un pasteur qui passe ou il y a, comment on appelle ça, un prêtre qui passe. Donc, euh, ici en France, dans la charte de la prise en charge du patient, nous devons respecter la religion du patient. Donc, si le patient, il est chrétien, il est bouddhiste, c'est quoi, il est, je sais pas, juif, il faut nous laisser son temps de prière. En fait, il doit les respecter. Donc une prise en charge pluridisciplinaire, c'est intéressant. Et surtout, j'insiste au Congo, il faut qu'on amène des services de psychiatrie dans tous les villages, dans tous les, qu'on appelle ça, quand on va construire des hôpitaux au Congo, hein, en Caille, par exemple, il y a un hôpital, il y a pas de service de psychiatrie. Tu vois, après toi, à Congo-Malais, mais il y a un service qui n'a pas de lit. Comme une grande ville comme Pointe-Noire qui a 2 millions d'habitants, il n'y a pas de lit de psychiatrie à Pointe-Noire. À Brazzaville, aujourd'hui, même là où travaille le grand frère, il n'y a plus de lit. Hein. Voilà, on a tout volé, il n'y a que qu'on appelle ça des prises en charge ambulatoires. C'est pas normal. Donc, pour une meilleure prise en charge des maladies psychiatriques, il faut qu'il y ait également des services de psychiatrie. Et puis, la plurisanté, l'art thérapeutique, comment on appelle ça, le psychologue va intervenir, qu'on appelle ça, l'orthophoniste va intervenir, qu'on appelle ça, voilà, donc le psychomotricien également intervenir, Alors, nous avons quelques soucis de... une prise supplémentaire. Non, Alors, non, moi, je t'entends. Une prise en charge pluridisciplinaire, c'est important. Voilà. Et voilà, celui qui croit à son Dieu, il ira voir son Dieu, prier son Dieu. Et ça, c'est important. Donc, moi, je pense que nous devons, aujourd'hui, on est tenté de construire des nouveaux hôpitaux au Congo. Il faut qu'il y ait des services de psychiatrie, au moins 30 lits dans chaque hôpital pour une bonne prise en charge des pathologies psychiatriques. voilà, des maladies souvent mal interprétées dans le monde, avec des approches modernes donc, que nos pays devraient suivre. Hein. Les difficultés sont là. Vous avez donc suivi le docteur Jean-Didier Descousses et le professeur Georges Tiba, qui est psychanalyste, et Jean-Didier Descousses, psychiatre. Vous avez compris dans ce débat l'approche complémentaire entre le psychanalyste et le psychiatre. Merci de nous avoir suivis. C'était une première émission spécialisée, car nous avons pris l'option désormais de présenter au public également des émissions spécialisées euh, à la radio de la communauté. Je vous retrouve donc dans les tout prochains jours. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.